Ici Gianna. Dans le cadre de mes entrevues inspiration, j'ai souvent le privilège de faire des entrevues avec des personnalités hautement inspirantes que par leur parcours, par leur vécu, par leurs expériences. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de faire une entrevue avec une actrice, je l'appelle une actrice multidisciplinaire parce que elle joue dans des émissions, dans des films, elle danse, elle chante, elle écrit, puis elle fait de la peinture. Vous l'avez peut-être connue sûrement dans plusieurs films, plusieurs émissions, entre autres le film Valérie, la télésérie de L'Or du Temps, Blablabla. Je pense que vous avez commencé à savoir c'est qui. Elle a écrit plusieurs livres, entre autres Ce que les hommes m'ont appris, Si c'était à refaire, Mes amis, mes amours. Alors, je m'en vais faire une entrevue avec Danielle. Oh oui, mais yes! Danielle, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Sérieusement, c'est un privilège pour moi. Puis avant de commencer, je voulais te raconter quelque chose. Quand je suis arrivée ici au Québec, il y a 30 ans, je ne parlais aucun mot français, je ne pouvais pas faire une phrase en français. Et mon mari s'en allait travailler, puis j'étais seule à la maison. Et j'avais juste la télé comme amie. Et c'était toi dans L'Or du Temps. Ah! Puis c'est drôle, la vie, comment qu'elle est. J'ai tombé en amour avec ton sourire, avec ton rire, avec ta joie de vivre. Drôle. Et tu m'as donné tellement... C'était comme une lumière dans ma vie chaque fois que je regardais L'Or du Temps. C'est bizarre, quand j'ai pensé que j'allais venir te voir, je me dis, waouh, la vie, 30 ans plus tard, je suis devant toi. C'est assez amusant parce que tout le monde me parle de blablabla, me parle de mes débuts, mais jamais on me parle de L'Or du Temps. On me parle d'interviews que j'ai données, etc., mais jamais de L'Or du Temps. Mais quel bonheur! Mais c'est des cadeaux! Ça a été marquant dans ma vie, là, c'est fou, là, chaque jour, en fait, quand ça jouait, je ne me rappelais plus les journées, mais j'étais en admiration, je ne sais pas, même à blablabla, j'adorais ton sourire, ouais. Ta joie de vivre. Alors, étant donné que l'entrevue, en fait, c'est pour inspirer les femmes à pousser, à aller plus loin. Bon, donc, tu es une des femmes inspirantes. Je voulais savoir, on commence par le début parce qu'on veut savoir parce que je sais que c'est ta mère qui t'a initié aux arts. Ouais. Puis comment ça a commencé? Et puis toi, t'as aimé ça ou t'as suivi ta mère et puis t'as dit, bon, ben, En fait, ce qui est arrivé, c'est que je pense, parce que naturellement, il y a l'âge que j'ai aujourd'hui qui comprend un peu plus la vie. Mais sur le coup, à l'époque, je ne comprenais pas. Mais ma mère m'encourageait beaucoup dans les arts parce que quand on était petite, ma soeur et moi, on avait un an de différence, on était à l'école. Ma mère m'envoyait prendre des cours, tandis que Judith, elle était très douée pour le ballet, alors elle s'est limitée au ballet. Mais moi, je prenais des cours d'anglais, je prenais des cours de dessin. À 16 ans, j'ai fait l'école des métiers d'art pour devenir dessinatrice de mode. Mon premier métier devait être dessinatrice de mode. Alors, parce que je m'en allais dans cette direction-là, étant donné que je ne savais pas quoi faire. Mais évidemment, tout ça était nimbé du fait qu'on avait la télévision à la maison. Et c'était rare à l'époque, en noir et blanc. Et je voyais mes parents avoir un très grand respect pour tout ce qui passait à la télévision. Et j'imagine que ça a dû me marquer parce que j'ai dû dire, tiens, mes parents écoutent. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Il y a des gens qui t'écoutent. Et c'est un besoin déjà que j'avais probablement très jeune. De toute façon, j'étais dans une famille très permissive en ce sens que la fin de semaine, on était à la campagne, mes parents nous laissaient aller, mais en ville, on était les études, la discipline, coucher à la même heure, manger pas n'importe quoi, enfin, le sport, etc., etc. Ce qui fait que j'ai peut-être associé ce métier-là à la liberté. Mais ça, je le vois maintenant. Et je pense que c'est aussi la liberté de ma mère, parce que ma mère a eu 4 enfants, et elle était partie pour être une femme très... elle avait déjà son propre commerce. C'est rare à l'époque avoir un commerce. Elle était coiffeuse. Elle avait son salon de coiffure à elle. Et puis, elle faisait du ski. Elle faisait... c'est rare à l'époque. C'était très rare une femme qui faisait du ski. Elle voyageait à New York en avion. Alors, c'était déjà une femme révolutionnaire. Et quand elle a rencontré mon père, tout ça s'est arrêté. Quand tu étais jeune, moi je sais, j'ai vu un petit peu Valérie. Je n'ai pas vu le film au complet, mais j'ai vu dans Blablabla, dans toutes les émissions. Mais tu étais comme... séduisante, mais tu l'es encore, tu es vraiment une très belle femme, tu t'avances dans l'âge d'une façon extraordinaire. Sérieusement, je t'admire pour ça.
Mais est-ce que tu penses que tu as été victime de ton image? Et ça, c'est important aussi de dire aux femmes quand on est célèbre. Est-ce qu'on est... Quand j'ai fait Valérie, je le raconte souvent parce que ça, c'est déterminant. Et il faut que les femmes comprennent que lorsqu'elles prennent une décision, parfois, si elles s'y tiennent, ce sera dur, mais ça ne peut que se réaliser. Il ne faut pas aller à rebrousse-poil quand on prend une décision qui est à l'encontre des autres. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un enfant, moi, à 19 ans. Et moi, je ne voyais pas d'inconvénient à garder cet enfant-là, mais ma mère et mon père n'avaient vraiment pas ces vues-là. Alors, ils m'ont obligée à aller accoucher en Europe pour me cacher. Et quand mon fils est arrivé au Québec, ils m'ont dit, tu vas le mettre dans une pension et tu iras le voir en pension. Alors, ça a été assez difficile. Et comme je n'avais pas d'argent et que je ne travaillais pas, c'était très difficile pour moi de dire où est-ce que je vais. Et il ne voulait pas que je sois avec le père parce que il fallait 21 ans pour avoir l'âge légal et à l'époque. Alors, comme je ne les avais pas, j'avais quand même 19 ans, j'ai été obligée de me soumettre. Et cette soumission-là et le fait que je perde mon fils dans un sens, parce que je ne le voyais pas grandir, il était dans une pouponnière, j'allais le voir, mais cette soumission-là a fait que je suis devenue rebelle à l'intérieur, en me disant, ah oui, tu me dis qu'à 21 ans, je vais pouvoir... Ah oui, à 21 ans, je vais tout pouvoir faire. Il m'avait même dit, le père avait dit, on va se marier pour légitimiser l'enfant. Oui. Et puis, mon père a dit non. Quand tu auras 21 ans, si tu veux encore le marier, alors lui, comme le temps passait, il a fait sa vie ailleurs, puis on ne s'est pas marié. Alors, quand est venu le temps de faire Valérie et qu'on m'a demandé de faire ce film-là, j'avais le choix de dire oui ou non. Alors j'ai dit oui parce que je me suis dit, je vais faire de l'argent, je vais pouvoir prendre mon fils, partir en appartement, puis prendre mon fils et puis m'arranger. Mais je ne savais pas qu'il y avait de la nudité. Et quand Denis Héroux me dit, bon ben écoute, tout le monde va sortir maintenant, tout le monde sort sur le plateau, je garde simplement les gens importants, puis on fait la scène. Mais je dis, pourquoi tu t'énerves comme ça? Ben, il dit, c'est la première scène de nudité. Et là, je regarde et je fais, mais enfin, non, mais... Et là, il voit que je n'avais pas réalisé ça. Alors, il me dit, écoute, Daniel, dis-le-moi, parce qu'il me dit, si tu veux pas, on est à la 4e journée du tournage, je peux te remplacer tout de suite, et puis on recommence, et puis on n'en parle plus. Et là, je dis tout le temps, je me suis assise sur une boîte de pommes. Une boîte de pommes, dans le métier, c'est une boîte en bois sur laquelle on place la caméra pour la surélever. Et je me suis assise sur la boîte de bois, et je dis, en 10 minutes, j'ai décidé du restant de ma vie. Parce qu'en disant oui à ce film-là, je savais, alors comment le dire à mes parents, comment ne pas les inviter à la soirée de la première. Et puis, comment vivre avec ça après? Alors, oui, effectivement, je savais fort bien que ça allait faire un grabuge épouvantable. À l'époque, ça n'existait pas. Mais en même temps, je me suis dit, ben, j'ai un fils, je dois sortir de chez mes parents absolument, je suis prête. J'ai déjà un métier, j'étais dessinatrice de mode, je voulais faire ça. J'étais déjà professeure mannequin chez Hélène Bédard, donc je commençais à me débrouiller fort bien et j'avais plus besoin véritablement d'eux. Et donc, il fallait que je parte et coupe les ponts, c'est ce que j'ai fait, mais je l'ai fait d'une façon assez dramatique. Ben oui, forcément, avec ce film-là, ça changeait complètement la donne. Mais alors là, les hommes et les femmes ont eu une autre image de moi. Les hommes, bien sûr, j'étais soit une pute ou une personne à fréquenter. À l'époque, oui. Oui, bien sûr. Ou une personne à fréquenter. Parce que, c'est le glamour, écoute, une fille ouverte qui parle de sexe, qui se déshabille n'importe quand, elle va faire la même chose avec moi, c'est sûr. Est-ce que ça t'a fait de la peine d'être victime de ben, c'est-à-dire, la peine n'est pas de la peine, c'est-à-dire que il y a aussi, quand je suis allée en France,
donné naissance à mon fils, il y avait une dame qui m'a prise en charge, qui était la femme du père de l'enfant, la mère du père de l'enfant. Et cette grand-mère-là me disait tout le temps, Daniel, arrête de pleurer sur le lait renversé. On ne pleure pas sur le lait renversé. Alors, ça, c'est une autre expression. Oui, c'est une autre expression. Il est renversé. Qu'est-ce que tu peux y faire? Ouais. Tu vois, est-ce que tu vas le lécher par terre? Non, tu vas l'essuyer puis tu vas vivre avec. Ouais. Alors voilà, j'ai toujours dit ça. J'ai dit, bon, je l'ai fait, je l'assume. Et puis, si vous me tapez vraiment sur les nerfs, je vais continuer. Je vais en faire. Je vais en faire rebelle, là, quand... Je vais en faire plus. Je vais en faire plus. J'ai fait l'initiation et j'ai fait le rouge aux lèvres. J'ai fait 17 films en tout. Alors, oui, à un moment donné, il faut prendre en main sa direction. Je savais fort bien qu'il y aurait mais moi, ça me permettait d'apprendre le métier aussi. Dans ce métier-là, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens, t'as beau leur parler, ça ne rentre pas. Et il y a des gens qui écoutent, qui prennent la leçon. Il y a des gens qui écoutent, qui ne sont pas nécessairement d'accord et qui arrivent avec des objections qui sont tout aussi intelligentes, mais ce n'est pas leur vie. Oui. C'est pas leur vie, Oui. c'est la mienne. Oui. Et donc, il faut respecter ça. Alors, le jour où j'ai appris que je ne pouvais pas être aimée de tout le monde, à preuve, il y en a bien que j'aime pas. Mais oui, c'est ça. Il y en a bien que j'aime pas. Alors, bon, ben écoute, tu m'aimes pas, écoute, va à gauche, puis moi je vais à droite, c'est tout. Oui. Puis je t'agacerai pas, je t'agresserai pas pour ça. Mais ça, c'est important aussi pour les femmes qui nous écoutent, de ne pas trop s'arrêter au jugement des autres ou de exactement. ce que les autres nous Mais parce disent, que hein? tout le monde a sa vie. Tu sais, si tu as été élevé d'une façon très stricte, c'est sûr que ce que je fais est très provoquant, mais très libre. Mais oui. Une vraie folle, merveilleusement folle! Oui. Alors, tu peux pas passer ta vie à espérer que tous ceux, même ceux qui t'aiment pas, se mettent à t'aimer. Ben, c'est impossible. Impossible. Et donc, et puis en plus de ça, ce métier-là, c'est un métier tellement dur, tellement les gens t'aiment un jour. Enfin, je parle pas seulement du public, mais même à l'intérieur du show business, ces gens-là t'aiment, puis demain matin, tu as dit quelque chose qui va pas, puis t'es persona non grata, tu passes de l'autre côté. Alors, c'est un métier très, très, très dur, et pour un public qui, lui aussi, te juge. Alors, c'est deux choses. Alors, à un moment donné, tu es obligé de faire abstraction de ça. Puis, pas être nécessairement... bien sûr, des fois, tu dis, « Ah, lui, j'aurais aimé ça qu'il m'aime. J'ai tellement de choses à lui raconter, j'aurais tellement de choses à lui dire, mais... » ça se fait pas, c'est pas grave. On peut pas forcer les autres, c'est ça, à nous aimer, hein, parce que... On est des milliers sur la Terre, Sûrement que tu as passé par des moments où est-ce qu'il a fallu que tu fasses un deuil à quelque chose. Donc aussi, moi, j'aimerais parler de deuil, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi que je rencontre qui ont la difficulté avec faire le deuil pour peu importe lequel, pas nécessairement pour quelqu'un qui est décédé, mais faire un deuil pour un travail, pour un amour. Mon fils, j'ai obligée de faire ça? Ben oui, parce que mon fils est né à Strasbourg. Il est revenu ici. Et à 3 ans, son père a décidé qu'il s'en allait en Europe parce qu'il était professeur ici. Son père a décidé d'aller en Europe comme à chaque été pour amener mon fils sur la plage, etc., pendant que je travaillais, etc. Et puis un jour, il a dit, bah, viens nous chercher à l'aéroport. Puis quand il est arrivé, il a dit, je l'ai laissé là-bas. Et il n'a jamais voulu que j'aille le rechercher. Il a dit, le père doit signer le passeport pour le faire sortir. Il est bien là-bas. Ma mère est là tous les jours, elle s'en occupe. Alors, tu sais, voilà. Oh, ça a été dur? Ah ben oui, ça a été très dur. Mais oui, parce que j'ai pas eu d'enfant, finalement. Parce que j'ai pas eu d'enfant. J'ai eu mon fils à 17 ans. Wow. Il a décidé à 17 ans, je m'en vais vivre avec ma mère. Et jusqu'à récemment, il était ici au Québec. Bien sûr, c'est sûr que si on passe notre vie à s'asseoir puis à dire « Mon Dieu, je suis malheureuse », moi, quand ça arrive, ce truc-là, je décroche le téléphone puis je me dis « Bon, mais qu'est-ce que je fais de ma journée? » Et s'il faut que je m'assoie dans le fauteuil puis que je regarde la télévision toute la journée en déprimant, mais à un moment donné, il faut... je dis « Bon, ben écoute, Daniel, là, t'as vécu ton deuil, tu l'as fait, t'as perdu une journée. Alors, t'en avais besoin. C'est négocié, maintenant lève-toi et marche. »
Et là, je me mets à créer, je parle, ouais, je me mets à créer, je fais des choses. Alors, il y a, il y a le fait que quand on est malheureux puis qu'on se sent isolé à cause des autres, il faut commencer à s'aimer soi. Alors, comment on s'aime? C'est si tu as fait un beau gâteau, si tu as fait ne serait-ce qu'un beau ménage, que si tu as fait un dessin, si tu as fait... Moi, j'ai appris à faire des gâteaux. Vous devriez voir mes gâteaux, ils sont magnifiques. En as-tu un? Non, j'en ai pas. Non. J'en ai tu pas. vas pas faire comment? Ah non, mais c'est des fleurs et tout. J'ai pris cours et je peux faire des gâteaux. D'ailleurs, tout le monde m'attend avec des gâteaux. Il y en a à Pâques bientôt, là. Je vais faire pour les enfants. Vous étiez proche de toi, je vais recommander. J'adore faire ça. Mais c'est bon que tu passes par toutes sortes de créativité pour passer par-dessus un deuil. Et puis donner aussi. Donner. Ça aussi, c'est très important. Donner de son temps, donner de son attention, donner. J'ai ce besoin d'aider les plus faibles, peut-être parce que j'ai été très forte et que je me dis, ça me fait du bien de m'apaiser sur le besoin de quelqu'un d'autre. Ouais. Et il suffit de sortir pour voir jusqu'à quel point on n'est pas dans la merde. Oui, non, c'est vrai. Il suffit parce que quand on a un problème, c'est sûr qu'on y pense tout le temps. On se dit, ah mon Dieu, j'aimerais donc que ça disparaisse. Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça prend tant de temps? Pourquoi j'ai pas les moyens? Mais on a toujours les moyens de quelque chose. Il y a pas seulement que les organismes, mais il y a des amis, il y a des gens. Il faut savoir demander aussi. Moi, ce que je fais, tiens, je vais vous donner un truc qui va beaucoup vous... Moi, j'adore faire ça. J'ai donc des neveux et des nièces. Et donc, ces gens-là ont fait des enfants. Et déjà, mes neveux, quand ils étaient petits, je faisais ça pour eux. Et maintenant, je fais ça pour leurs enfants. C'est que quand ils me racontent les anecdotes, bon, il a dit ça, elle a dit ça, je le marque dans un livre et je leur donne à 18 ans. Ah, wow! J'ai fait ça pour ma... C'est tellement beau! Oh oui, je leur dis pas. Tellement attentionné aussi. Ben oui, parce que tu as la date, j'ai dit ça à cet âge-là, moi, et j'essaie de mettre une photo qui correspond à l'époque. Alors, ça fait un très beau livre, alors, parce que les mères oublient. Tellement créatif. Ah ben oui, les mères oublient. Je vais vous raconter, je vais vous montrer jusqu'à quel point c'est important. Ma nièce, Valérie, elle s'appelle Valérie. Je ne sais pas pourquoi. Un peu hasard. Ma nièce a fait une petite fille. Et l'autre jour, je suis allée chez elle avec ma sœur. Et ma sœur, bien sûr, c'est sa grand-mère. Alors, quand elle dit « Merci, grand-maman », ça, c'est Judith. Et alors, je m'amuse avec elle. Et moi, elle m'appelle Dada. Alors, je m'amuse avec elle. Et on lui a appris à dire merci quand il faut. Alors, elle se tourne vers moi, puis elle me fait « Merci, grand Dada ». Alors, j'ai marqué ça. Sa mère va l'avoir oublié, mais moi, je l'ai marqué. Elle va voir ça à 18 ans. J'ai dit ça! C'est génial, ce truc-là. Et j'ai des tas de trucs comme ça. Tu crées tellement du bonheur alentour de toi. Mais j'aime ça. Puis est-ce que tu vis dans le passé? Jamais. Tu es toujours dans le présent? Ben, dans le passé, oui. Bien sûr, quand quelqu'un est aussi âgé, puis est aussi âgé que moi, des fois, je m'assois puis on commence à parler. Ah, tu te souviens, on a vécu ça, on a vécu ça. Mais tu n'es pas toujours... Non. Ma question, en fait, est-ce que tu regrettes quelque chose de ton passé? Si, mettons, à refaire ta vie... Mais tout le monde a ça. Tout le monde a ça. J'ai rencontré, tout le monde l'a oublié, fort heureusement, mais j'ai rencontré, j'avais 20 ans, un gars qui faisait du trafic de drogue, mais je ne le savais pas. Et il s'est fait arrêter chez moi. Et ça s'est retombé sur moi parce qu'on a pensé que je l'avais fait. Et j'ai eu même un procès. Puis bon, je m'en suis sortie, etc. Parce que pour des tas de raisons. C'est long, ça a duré 8 ans. Alors, mais jamais de la sainte vie, je recommencerais ça. Il y a eu des incidents sur ma famille, mon métier, mon enfant. Jamais je recommencerais ça. Mais en même temps, et puis sur ma carrière, parce que moi j'étais partie pour faire carrière à l'extérieur. Je faisais des films en Europe, j'avais commencé. On m'attendait pour un autre film, puis j'ai pas pu y aller. Donc j'ai perdu énormément
Des contrats, j'imagine. Ma carrière, pas stagné, j'ai eu une très belle carrière, mais je parle, c'est arrêté au Québec, mais j'étais partie pour aller ailleurs. Mais en même temps, tu t'assois, tu te dis, il y avait une raison d'être, tu avais une leçon à prendre, là, Daniel. Et je l'ai prise, cette leçon-là. Et donc, encore une fois, on pleure pas sur le lait renversé. Donc, on apprend sûrement notre passé est là pour nous apprendre sûrement. Exact. Tout à fait. D'une façon brutale, peut-être, mais elle est là pour nous apprendre qu'il y a des limites à certaines choses et que si on a une confiance illimitée, parfois, il faut regarder à l'intérieur de soi où mettre ses limites. Et ça, on l'apprend. On l'apprend malheureusement avec 3-4 choses qui nous tapent sur les doigts assez sévèrement. Oui. Et est-ce que, aussi dans ta vie, aussi pour les gens qui nous écoutent, au niveau des décisions, est-ce que tu es quelqu'un qui prend des décisions basées sur l'émotion? Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu jongles? Est-ce que tu prends tes décisions? Oui, je suis très émotive. OK. Mais ça t'arrive de prendre des décisions mais de regretter ou est-ce que quand tu le prends, tu l'assumes? Ce qu'il y a de pire, je crois, parce que les décisions, je ne regrette jamais. Tu réfléchis trop avant de les prendre? Je ne regrette jamais. Non, j'y vais sur l'émotion. Okay. Je vais sur l'émotion. Ça se peut que je me trompe. Okay. Mais l'émotion, s'il est là, parce que si tu fais quelque chose contre tes émotions, ça n'a pas de raison d'être. Oui, bien sûr, il faut... Si ton fils t'arrive en disant « Donne-moi 50 000 », tu réfléchis. Oui. Ah, tu réfléchis pas mal. Voilà. Tu réfléchis, tu poses des questions. Mais si à un moment donné, tu le vois travailler fort, puis tu dis « Bon, ben, il a beaucoup travaillé, il a un peu de difficulté, ben, je vais lui donner. » Ta décision, elle est du cœur, mais elle a été raisonnée, il y a une raison d'être. Oui, je risque de le perdre, peut-être, mais bon, il en a besoin, puis c'est mon fils, alors là, bon, j'y vais. Tu sais, il y a toujours une façon entre la raison et le cœur de régler les choses. Ouais. Mais ce que je trouve épouvantable, ce qu'il y a d'absolument, moi, enfin, ce qui me touche le plus, c'est les amis. Là, tu dis, jamais de ma vie, je sais, je vais mourir, ils vont venir me chercher par terre, ils vont me sortir de la mort, et qui te trompent. Ça c'est difficile. Ça fait mal. Ça, c'est incroyable. Mais j'ai remarqué quelque chose dernièrement, parce que j'ai eu 2-3 aventures comme ça, et j'ai remarqué quelque chose dernièrement, c'est que, bon, ben, j'ai eu 2-3 semaines en me disant, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on m'a fait ça? Et puis finalement, c'est eux qui ont le problème. Oui. C'est pas moi. C'est plus moi. C'est absolument pas moi. Parce que moi, j'ai été gentille, moi, j'étais toujours là. Moi, je suis plus là. Alors, voilà, c'est toi maintenant qui as le problème. Alors, mais c'est bon que tu mets ce mur-là, que ça ne vient pas te toucher, tu sais, et t'affecter, et tu prends le problème de l'autre personnellement sur toi. C'est difficile parce que quand tu donnes avec le cœur, tu t'attends à ce que le cœur soit comblé. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut rien attendre. Il ne faut pas attendre de quoi que ce soit, en fait. Moi, les attentes, là, oui, les attentes, c'est effrayant. Oui. Parce que, d'abord, c'est très égoïste. C'est pas parce que tu as donné que tu devrais obligatoirement recevoir. Mais moralement, oui. Mais obligatoirement, non. Mais est-ce que aussi tu avances dans l'âge avec sérénité, avec... oui, je sais. C'est beau, hein, cet âge. Rendu là... C'est beau et c'est pas beau. C'est beau parce que effectivement, les choses sont tellement plus simples. C'est tellement plus simple. Quand je vois quelqu'un s'énerver, je fais « Quel âge t'as? » Ah oui, avec l'âge, ça diminue. C'est encourageant. Absolument. Parce que finalement, quand un événement se produit et qu'on n'est pas d'accord, on va s'apercevoir que tout ce qu'il y a autour, on ne le voit jamais. Mais en vieillissant, le cercle se diminue. Puis oui, c'est ça qui est arrivé. C'est dans sa nature. Non, c'est à cause de son entourage. Ou non,
c'est une personne pas généreuse. Il a d'autres qualités, mais il n'est pas généreux. Alors, tu arrives à mieux cerner ce qu'il y a autour. Oui. Là où c'est vraiment désagréable, c'est qu'au moment où tu le sais, que ça te servirait admirablement bien en tout, c'est-à-dire pour prendre des décisions, pour dire oui, pour dire non, pour être bien, ben merde, bientôt tu vas t'en aller. Oui, malheureusement. Alors, tu sais, au moment où tu pourras en profiter pleinement, où tu pourras en faire profiter les gens, malheureusement, à l'âge que j'ai 75 ans, si à 80, je vais peut-être, je sais pas, je serais peut-être pas en santé, puis à 85, entre maintenant et possiblement 90, je sais plus là, je sais plus. Et alors que ça pourrait servir, puis j'en ai encore à apprendre. Mais on a toujours à apprendre. On finit jamais. Non, jamais. Puis comment tu prends soin de ton corps, de ton esprit, de ton alimentation? Est-ce que tu non, non, parce que ça s'est fait tout seul. Peut-être c'est la vieillesse, j'en sais rien. Je n'ai plus les besoins de la nourriture comme avant. Je devrais, par exemple, parce que il paraît que c'est très mauvais pour mon corps, mais moi, je mange un repas par jour, puis si j'y pense. Ah, c'est vrai? Si j'y pense, je déjeune avec du café, une rôtie, puis après ça, des fois, il est 9 h le soir. Merde, j'ai pas mangé! Ah, tu peux passer la journée sans manger? Puis là, je fais, OK, je vais aller manger une salade, ou je vais aller manger une côtelette que j'ai déjà cuite, puis que je vais réchauffer, ou... Puis, alors, une fois de temps en temps, là, je me fais, quelque chose avec des fruits de mer ou des trucs comme ça, puis là, mais j'aime pas cuisiner. Ah, t'aimes pas cuisiner? J'aime manger avec des amis. Mais moi seule, dans la canne, puis je mange dans la canne. Du saumon en boîte, je mets du citron, un peu d'huile, du sel, du poivre, on jette la canne, c'est fini. Mais t'aimes ça avec des amis? Des amis! Une bouteille de vin, es-tu en oui, alors tous les jours à 5 h, par contre, j'écoute les nouvelles avec un verre de ce temps-là, ça fait 1 an, là, c'est pamplemousse, vodka pamplemousse. Ah, OK, oui. Tous les soirs. Puis le vin, c'est pour avec les amis. Ça nous amène à la fin donc, de l'entrevue et je voulais te demander si tu peux t'adresser aussi aux femmes qui ont... Parce que là, tu as eu un parcours extraordinaire et tu as foncé, tu étais une rebelle. Pas avoir peur, même si tu as peur. C'est ça. Même si tu as peur, parce que combien de fois j'ai peur, mais j'y vais pareil. C'est ça, je m'en allais dire. Est-ce qu'on peut donner un message, même si on a peur, comment passer par-dessus la peur et foncer, y aller et continuer? Parce que je vois beaucoup de femmes, incluant moi au début, je n'osais pas parce que j'avais peur d'échouer, j'avais peur des critiques et ça me bloquait, j'avais un blocage. Donc, pour encourager les femmes à foncer, à avoir la vie que toi tu as eue ou peut-être quelque chose aussi de bien. En fait, je peux les encourager, elles n'auront jamais ma vie. Parce que non, c'est sûr. Ouais. Mais quand tu es dans ton salon et que tu te demandes qu'est-ce que je pourrais bien faire pour changer ma vie, ça, c'est très important d'y penser. Tout d'abord, jamais avoir peur. Évidemment, on a peur. Oui, mais je dis jamais avoir peur, oui, on a peur. Mais ne pas avoir peur, c'est-à-dire que qui nous bloque, c'est... Si tu n'essaies pas, il ne se passera rien. Il faut vraiment essayer. Il faut vraiment se dire que si c'est un échec, ça sera une leçon. Et si c'est un succès, j'aurai avancé dans quelque chose. Voilà, j'aurai avancé dans quelque chose. Et de fois en fois, de petite victoire en petite victoire, ça finit par faire une personne beaucoup plus solide en disant « Ah ben oui, je sais maintenant comment faire ça. » Et à partir du moment où tu sais comment faire ça, tu peux prendre l'autre étape qui semblait complètement irrécupérable ou irréjoignable et tu vas le faire. Mm-hmm. Et y aller, parce que les gens veulent avoir tout de suite un succès tout de suite. Il y en a qui disent « Ah, mais j'ai plus l'âge. » C'est pas vrai, ma mère allait chercher, prendre ses cours de dessin, puis maintenant j'ai des dessins partout d'elle dans la maison. Alors, non, c'est pas vrai. Donc, on peut dire que c'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Tu sais,
moi, j'ai fait beaucoup de sport dans la vie. Là, je me suis dit, je vais arrêter. Non, je vais continuer. J'en ai pas fait parce que j'ai les 2 hanches qui ont été opérées. Là, j'ai un genou qu'il faut qu'il soit opéré, mais sinon, je vais recommencer. Je sais que c'est difficile. Je sais que j'ai pas le souffle, mais je vais y aller à mon rythme. Puis je vais dire au monsieur, laissez-moi derrière parce que naturellement, je pourrais pas vous suivre, mais un jour, je vais y arriver. Je me souviens d'une fois, je prenais des cours de ballet jazz et puis mon professeur, il fallait faire le grand écart par terre et essayer de mettre le front par terre. Et j'y étais arrivée, mais ça m'a pris 3 ans avant d'y arriver. C'est d'avoir les jambes comme ça, d'être penchée puis de mettre le front là, ça prend 3 ans. Et j'étais très heureuse. Puis quand il est passé, il a dit, ça y est, elle est arrivée, elle y est arrivée. 3 ans. Est-ce que ça me sert aujourd'hui? Non! Ça ne me sert pas, mais je l'ai fait parce que ça faisait partie du cours et que d'autres personnes le faisaient. Mais probablement, ça t'a servi dans ta vie autrement. Ça m'a de persévérer, d'avoir la constance. De voir que je pouvais le faire. Que tu pouvais le faire, c'est ça. De voir qu'en étirant les muscles, en les étirant, en faisant les exercices qu'il fallait. Et de croire, en fait, tu as cru à ta capacité. C'est ça. Puis c'est ça. Et en fait, c'est croire. Croire, parce que sinon, si tu ne crois pas, tu n'y arriveras pas. Si tu voilà non, la bonne leçon. Je peux pas. De croire. Ben oui, je peux pas le faire. Ben non, c'est pas vrai. Tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est que tu veux pas le faire. C'est ça. Tu ne veux pas avoir l'insuccès de ta décision. C'est ça. Mais je ne peux pas se placer côté victime, mais je peux se placer côté moi, héros. Je suggère de faire des choses où vous auriez que vous à qui rendre des comptes. Parce que ceux qui pensent qu'ils n'y arriveront pas, souvent sont très portés à faire attention à ce que les gens pensent d'eux. Ah ben non, j'y arriverai pas parce que je le ferai pas parce qu'elle va penser que je me suis pété la gueule quelque part. Donc c'est juste de croire en vous, vraiment, là, de foncer et de ne pas avoir peur. Moi, je fais toutes mes cartes de Noël, toutes mes cartes d'anniversaire, toutes mes cartes de remerciement. Je les dessine à la main, chacune. Il n'y en a pas 2 pareilles. Ma mère a commencé à faire ça. Alors, j'ai plein de cartes de Noël que ma mère a fait. Quel beau souvenir j'ai de ma mère qui m'écrit des mots. Alors, bon, mais ça n'impliquait que moi à l'époque, ou alors à la personne à qui j'allais le faire. Alors, voyez-vous, il faut commencer quelque part. Il faut vraiment... Puis ça, j'ai pas d'argent. Allez au Dollarama. Les crayons de couleur sont à 2,50 $ et la tablette à 3,50 $. Donc, il existe toujours des solutions si on veut vraiment. Toujours. Il s'agit juste de le vouloir, c'est ça. Mais Danielle, merci beaucoup sérieusement pour cette entrevue. C'était très inspirant. Merci beaucoup. J'espère en tous les cas que ça va se rendre à des personnes qui, à un moment donné, ont eu peur, puis qui vont se dire, ben oui, je peux. Oui, sûrement. Je pourrais. Je vais trouver. Vous allez trouver.